Bonjour et bienvenue à Parle Jase Jase. À l'émission cette semaine, on parle de la 8e édition des Petits Gourmets dans ma cour qui est de retour à Laval en juillet. On jase avec Victoria d'idées sorties familiales. On parle des suggestions cadeaux numériques pour la fête des pères qui s'en vient. Avec Audrey, on jase du film Red Sparrow disponible en location avec Nicolas. Et je suis contente de vous retrouver pour une 3e édition. Je vous souhaite un bon show. Puis j'ai une petite mention à faire. On a encore un concours de la part de notre chroniqueuse Tendance. Véronique nous offre un certificat cadeau de 150 $ chez Le Méac. Restez à l'écoute pour savoir comment on peut gagner ça. On parle jase jase épargne avec Monica. Bonjour Monica. Bonjour. Un sujet tellement vaste et tellement nébuleux pour le mortel, le commun des mortels. Là, tu vas nous faire, parce que précédemment, on a parlé ensemble de la retraite, encaissement, décaissement. Oui. Et là, on a fait une petite brèche sur l'épargne. Et là, tu as décidé de revenir avec ce sujet-là. Oui, parce qu'il y a des endroits où tu peux épargner qui sont extrêmement lucratifs et les gens passent à côté. Exemple, le régime d'épargne-études pour les enfants. Oui. Bien, si tu as des enfants, c'est vraiment bête de passer à côté d'un fonds qui te donne presque 30 % garantie pendant le 18 ans de tes enfants. C'est bête, sauf que, tu sais, avec la vie occupée des parents, tu sais, c'est à ça que ça sert une belle chronique comme ça, à nous highlighter les opportunités. Un conseiller en sécurité financière pour te guider, pour te donner justement là, toutes ces informations-là qui vont faire la différence, qui vont doubler ou tripler ce que tu peux avoir engrangé comme argent finalement. Alors, automatiquement, tu peux avoir un 30 % quasiment, là, dépendamment, à moins que tu fasses des salaires énormes, mais là, on parle de 100 000 et plus. Alors, à ce moment-là, tu pourrais vraiment aller chercher une épargne extraordinaire avec ce montant-là. Alors, 30 % c'est extraordinaire. Oui. Et au niveau c'est l'enfant qui est imposé quand tu sors l'argent. Donc, à 17 ans, un enfant, il a quel genre de salaire? Il a 0 salaire ou presque pas. Là, oui. Donc, il ne paye pas d'impôts. Oui. Et pendant tout le temps que tu engranges cet argent-là avec les intérêts, mais il n'y a pas d'impôt non plus. Donc, c'est un abri fiscal extraordinaire. Wow! Alors, première chose, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si le parent ne profite pas de ces subventions-là, mais quand l'enfant va arriver pour étudier, qu'est-ce qu'il va faire? Soit qu'il va mettre l'enfant dans une position d'endettement, l'enfant va prendre un prêt étudiant. Oui. Alors, c'est comme si tu transposais la responsabilité sur l'enfant. Alors, un endettement à 17-18 ans, c'est pas très agréable. Ou bien, en tant que parent, tu vas aller emprunter de l'argent à la banque. Pour aider tes enfants à ce moment-là. Exactement. Tu vas hypothéquer, tu vas faire différentes choses pour pouvoir avoir accès à l'argent. Donc, pourquoi ne pas profiter? Comment ça se fait que tout le monde n'a pas encore profité de cette chance-là? Oui, parce que tu me donnais des statistiques hors d'onde. Oui. C'est considérable là, quand même le nombre de personnes qui regrettent aussi de ne pas l'avoir fait. Oui, c'est ça, ils regrettent. Alors, c'est ça qui est important. Ensuite, on a le CELI. Alors, le CELI, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant de voir? Alors, il y a trois genres d'endroits où tu peux mettre ton argent, dans le fond. OK, première. Alors, tu la déposes. Oui. Alors, mettons dans le compte d'épargne, c'est comme un tiroir. Dans le fond, tu déposes l'argent, il se passe rien. OK. C'est pas très intéressant. Non, là. à part peut-être des mythes, là, mais il se passe rien. Ensuite de ça, tu as, mettons, les deux comptes les plus souvent utilisés. Alors, l'argent, tu vas la déposer soit dans un CELI ou dans un REER. Alors, oui. la différence, dans le fond, le CELI, c'est que tu mets de l'argent qui est comme caché ou invisible parce que tous les intérêts que tu vas générer, l'impôt ne viendra pas chercher une partie de ces intérêts-là. Dans le cas du REER... Et ça baisse aussi ça n'interfère pas avec ton... Ça n'interfère pas parce qu'à chaque fois... Alors, mettons, à la retraite, tu sors de l'argent. Oui. Mettons, tu as, je sais pas moi, 30 000 de pension. Oui. Mais si tu vas chercher de l'argent dans ton CELI, 10 000, ça ne va pas faire 30 000 plus 10 000. C'est vraiment 30 000. Il est invisible, cet argent-là. Alors, ça commence à être extrêmement intéressant. Comparativement au REER. Mais le REER, c'est différent. OK. Il faut travailler avec les deux. Le REER, dans le fond, le gouvernement, il dit, si tu mets 5 000 dans ton REER cette année, moi, je ne t'imposerai pas sur ce montant-là. Donc, si tu fais 40 000 et que tu mets 5 000 dans ton REER, tu es imposé sur 35 000 et non sur 40. OK. Alors,
cet argent-là, il est protégé temporairement. Ouais. Et au moment où tu vas le ressortir, bien, à ce moment-là, oui, il va venir chercher l'impôt, mais toi, pendant ce temps-là, tu vas avoir généré des intérêts, tu vas avoir pu travailler avec cet argent-là, et tu as eu un retour d'impôt parce qu'il est déjà passé souvent. Il a déjà pris l'impôt, donc il dit « Ah, bien, finalement, ton revenu n'est pas 40, il est 35. Ah, mais je vais te remettre un montant qui est à peu près équivalent à peu près 30 à peu près, dépendamment. OK. Alors là, ça te permet que si ton revenu est baissé, peut-être ça va donner accès à des subventions que normalement tu n'aurais pas eues. Ah, OK, alors, c'est ça, là. C'est tous tes calculs. Tu peux pas faire... aussi, c'est des brackets, là, tu sais, c'est quand tu es proche de... Exactement. Alors, si tu es en bas d'un certain revenu, c'est beaucoup mieux d'aller vers un CELI. Puis quand tu vas avoir augmenté ton revenu, mais là, tu peux prendre l'argent dans ton CELI, le mettre dans ton REER, avoir un retour d'impôt, le replacer. Et c'est de l'argent qui fait de l'argent. Parce que dans un CELI ou dans un REER, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer l'argent. On va la faire travailler. Oui. Un peu comme dans ta laveuse, dans ta sécheuse. Oui, absolument. À ce moment-là, l'argent travaille. C'est génial, ça. Alors, c'est vraiment une différence. Alors, 2 personnes peuvent avoir le même revenu. Oui. Et dans 30 ans, une peut avoir 300 000 et l'autre 50 000. Exactement. Alors, à ce moment-là, ça prend une stratégie. Puis, tu sais, ce que tu me donnes comme information, puis ce que tu donnes comme information aux téléspectateurs, je pense que ça nous outille, puis ça nous fait rendre compte que c'est un sujet non négligeable. Puis même si on n'est pas en position de placer des sous présentement, ça vaut quand même la peine. Tu commences 25 peu importe le montant, vaut mieux avoir 25 plus des intérêts que 25 Merci beaucoup, Monica. C'est très gentil. Merci. Les maux de dos, ça nous concerne pratiquement tous. Si ça ne vous concerne pas, bien, vous êtes très chanceux. Mais si ça vous concerne, la chronique suivante risque de vous intéresser. J'ai avec moi Karina Patnaud. Bonjour, Karina. Bonjour. Toi, tu es toute jeune, mais tu es déjà docteur du dos. Tu es chiropraticienne. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire être chiropraticienne? C'est quoi ta pratique, finalement? Bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est notre formation. Oui. On est formé, entre autres, au Québec, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Notre formation, en fait, c'est un doctorat de premier cycle. Dans le fond, c'est une formation qui nous permet d'acquérir différentes informations, différentes notions, tant au niveau des sciences fondamentales, de l'anatomie, de la physiologie. Puis, on a également des formations qui sont plus pratiques. Dès les premières années, on est à l'université, on a une clinique universitaire qui nous permet d'avoir un milieu de stage encadré à l'université. Puis, par la suite, ça nous permet, après 5 ans d'université, de pouvoir pratiquer en tant que docteur en chiropratique. OK. Dans le fond, c'est vraiment... Donc, qu'est-ce que vous faites comme pratique là, pour la personne à la maison qui dit « OK, elle s'occupe du dos », mais qu'est-ce que c'est? C'est une manipulation? C'est... Exactement. Bonne question. Oui. Dans le fond, nous, en tant que docteur en chiropratique, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est l'aspect de la santé qui est neurovertébrale. Donc, tout ce qui a trait au système neuromusculo-squelettique. Je m'explique tout ce qui a trait aux nerfs, donc entre autres le fameux nerf sciatique. Toutes les mamans savent c'est quoi ce nerf-là. Exactement. Puis on a également tout ce qui est les inconforts, les douleurs qui sont reliées aux muscles et aux articulations. Oui. Donc oui, on va parler souvent des problèmes de dos, mais on n'est pas seulement des docteurs du dos, on va aussi s'intéresser aux différentes problématiques biomécaniques, tant au niveau du cou, dans le fond, tout ce qui a trait de l'ensemble de la colonne vertébrale, mais également des articulations périphériques, différentes problématiques reliées à des cas d'épaule, par exemple, des problèmes au niveau des genoux. Donc, parce vraiment... que, tout est un tout dans le corps. Exactement, tout est relié ensemble, effectivement. Même avec l'alimentation, je veux dire, si on parle des nerfs, on parle du magnésium, tout est un tout. C'est exactement. C'est d'assurer, dans le fond, que quand on consulte en chiropratique, oui, on va s'attarder davantage au niveau de la biomécanique du patient pour vraiment soulager le plus possible ses inconforts, mais on est là pour l'encadrer dans différents conseils à la maison aussi, tant qu'à niveau de la posture, au niveau des habitudes de vie, l'activité physique. Donc, on est vraiment là pour offrir un support aussi qui est complet, là, de veiller à voir que les patients ont une bonne santé de manière générale. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des
y a-t-il des constatations que tu fais dans la vie de tous les jours? Exemple, le sac à dos. Y a-t-il des conseils que tu peux nous donner aux gens à la maison pour éviter, faire de la prévention, éviter d'avoir mal au dos? Effectivement, la prévention est super importante, entre autres chez les enfants, chez les étudiants qui vont à l'école. Le port du sac à dos, c'est super important que le sac à dos soit bien, en fait, adapté et bien porté chez l'enfant. Fait que là, à ce moment-là, on va parler de mettre les 2 bretelles lors du port du sac à dos, d'essayer de bien répartir le poids près du dos. Dans le fond, les charges un petit peu plus lourdes, on va essayer de les rapprocher le plus possible. Ça, c'est des éléments que moi-même, en tant que maman, je ne savais pas. Donc, c'est vraiment de rapprocher les charges plus près du dos. Et ensuite, on parlait aussi des chaussures hors d'onde. Les chaussures, c'est un point d'ancrage vraiment important pour la posture. Oui. Donc, exactement. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un bon soulier qui va offrir un bon support, oui. Okay, au niveau tant de la cheville que de l'arche plantaire. C'est vraiment de s'assurer que la biomécanique du pied soit bien conservée. Il y a aussi le matelas. Le choix du matelas, le choix de l'oreiller, ce sont tous des éléments qui font en sorte qu'on passe une meilleure journée. Effectivement, il y a beaucoup de patients qui vont nous questionner à ce sujet-là. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que d'offrir un repos au dos, à la colonne vertébrale, dans le fond, avec un choix de matelas qui est vraiment adapté. L'autre chose, pour l'oreiller, c'est la même chose également, c'est de s'assurer que l'oreiller puisse offrir un bon support au niveau de la colonne vertébrale cervicale pour vraiment offrir un repos qui est optimal également, tant à la musculature qu'au niveau de l'articulation en tant que telle. Puis là aussi, où est-ce que j'aimerais qu'on aille ensemble, c'est de se dire à quel point c'est individuel. C'est un choix individuel, finalement. Tu sais, quand on est en couple, là, on dort avec notre conjoint. Est-ce que ça se peut, ça, qu'on soit pas fait de la même façon puis qu'on n'ait pas besoin du même type de support dans le matelas? C'est une question que je me pose. Oui, aussi tout à fait. Quand on parle d'avoir un oreiller qui est adapté, oui. C'est toujours considéré, dans le fond, la taille de la personne, oui. Le poids, la posture de sommeil aussi que la personne va préférer. Ça, c'est tous des petits facteurs qu'on peut Est-ce qu'il y a des postures qui sont vraiment à éviter? Lors du sommeil? Bien, c'est sûr qu'on va conseiller généralement les postures de sommeil sur le dos ou encore sur le côté. OK. Et le ventre, non? C'est pas une bonne idée? Ça peut entraîner certains stress, c'est pas une posture qui est recommandée en tant que telle. Ça peut entraîner, comme je te dis, différentes compensations musculaires ou articulaires. Fait qu'on recommande souvent à nos patients de dormir ça sur le dos ou sur le côté. Mais tu es très inspirante. Puis j'aimerais aussi mentionner que pour ton jeune âge, on a-tu le droit de le dire? T'as quel âge? Je veux juste qu'on le dise. Oui, on peut le dire. On peut le dire. J'ai 24 ans. Puis t'as déjà ta clinique. Tu viens d'ouvrir ça. Oui, exactement. Wow! T'as la fibre entrepreneuriale en même temps que d'être super brillante. Je te félicite, c'est vraiment chouette. Et t'as une pratique en particulier avec les enfants, la pédiatrie? Exactement. Oui. Dans le fond, je peux traiter... La chiropratique s'adresse à tout le monde. Dans le fond, il n'y a pas d'âge pour consulter en chiropratique. Mais effectivement... Tu mentionner très rapidement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a aussi les nouveau-nés. Exactement. Tu traites les nouveau-nés. C'est particulier dans quel cas? Dans différentes conditions, on peut avoir attrait, dans le fond, chez les enfants qui vont avoir des torticolis congénitales, les têtes plates, les plagiocéphalies. Aussi, il va y avoir différentes problématiques au niveau des hanches, dysfonction congénitale. Fait que c'est toutes des conditions qu'on peut aller évaluer et traiter en chiropratique à l'aide de manipulations qui sont douces et surtout sécuritaires et adaptées aux enfants. Bien, en ce cas, je te remercie beaucoup, Karina. Puis j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on se parle ici à Parle-Parle Jase parce qu'on aurait pu faire une chronique très longue. Il y a plein de sujets, oui. Donc, c'est peut-être une partie remise. Parfait, ça serait super. Merci beaucoup. Avec les vacances qui arrivent bientôt, les jeunes, va falloir les entertainer. Bien, heureusement, on a Victoria. Bonjour, Victoria. Bonjour, Jessica. Tu nous apprends à avoir du fun avec nos enfants à Laval aujourd'hui. Oui, exactement. Là, j'ai pensé à une activité quand il pleut, quand c'est la fête de votre enfant ou tout simplement parce que vous aimez y aller. Donc aujourd'hui, on va parler des centres d'amusement. À Laval, on a plusieurs centres. On a le Maze and Game, le Clip and Climb, la zone récréative 15, mais aussi on a le Funtropolis. Et aujourd'hui, je me concentre spécialement sur le Funtropolis et je vais vous montrer les activités qu'on peut faire au Funtropolis. Parce que moi, étant maman, j'y vais au Funtropolis puis je me dis toujours c'est comme une grosse piscine à balles, mais non. Non. Il y a plusieurs activités et je vais commencer par les sensations fortes aujourd'hui. Oh. Ouais.
Je me sens comme ça. Oui, on y va, on suit. Attachez votre tuque. C'est ça, oui. Le tuque, ça va valoir la peine. Donc, le X-Rider. X-Rider, c'est un simulateur 4D. Donc, c'est une pièce où vous rentrez, vous avez un écran 3D à l'intérieur, vous mettez vos lunettes 3D et vous êtes assis sur une plateforme qui va bouger au rythme de l'action qui se passe durant le film que vous avez sélectionné avant d'entrer dans le manège. Et aussi, vous allez recevoir soit des bulles, de la neige, du vent, de l'eau par rapport à l'action encore qui se déroule pendant le film. Tout. Ouais, c'est vraiment... Est-ce que tu l'as déjà essayé? Mais non, mais on devrait y aller ensemble. Oui, c'est ça, on devrait y aller. Mais j'ai su des affaires. Il y a des films, il y a une variété de 20 films. Okay. Le plus populaire, si vous voulez savoir, là, un petit vidéo, là, c'est le Snow Rider. Donc, vous êtes comme dans un pays hivernal, puis là, vous faites un parcours avec des balles de neige, tout ça. Sinon, il y a même des films déconseillés aux jeunes enfants, donc des films un peu plus épeurants, là, si vous voulez vivre une expérience. Des films d'action, ben non, même, je te dirais qu'ils font peur, là. Ah oui? Ouais, des momies, là. Oui, c'est pas juste réservé aux enfants, là. Oui, exactement. Ouais. Ensuite, on a une autre activité. Ça reste toujours dans le thème du cinéma, mais là, on est plus relax. Donc, c'est le mini-golf. OK. Qui est fait avec des lumières black light. Donc, c'est fluo et c'est sur le thème des pirates. Donc, on est vraiment comme dans le monde des pirates des Caraïbes. Là, OK. Ah, c'est fun, ça. Les enfants doivent vraiment aimer ça. Oui, puis c'est ça. On est vraiment dans le noir, là. Puis là, il y a les lumières fluorescentes qui réfléchissent. Et vraiment, là, on est comme dans un décor de pirates. C'est un peu comme... pas épeurant, là. C'est pas épeurant, mais tu sais, Mais tu sais, ça laisse des souvenirs, en tout cas. Oui, c'est ça. Il y a des petites têtes de mort. Donc, mais bref, c'est une belle activité là, si vous voulez montrer vos talents de golfeur ou bien juste... Mais tu sais, il fait pas toujours soleil, hein? Non. Donc, d'avoir des activités à l'intérieur. Oui, le fun. Oui, autre que le cinéma, tu sais. Exactement. Puis ça fait bouger aussi les enfants. D'ailleurs, pour faire bouger les enfants, ils ont 2 jeux interactifs aussi qu'on peut faire. Il y a le défi lumière et le défi laser. OK. Donc, le défi laser... C'est une pièce que vous rentrez à l'intérieur et là, vous êtes comme un espion. Là. Vous avez des lasers et vous devez passer à travers les lasers sans les toucher. Comme dans Mission Impossible. Oui, c'est ça. Donc là, il faut aller se rendre comme si on allait chercher le bijou, puis ensuite revenir le plus rapidement possible sans avoir touché au laser pour faire un maximum de points. Puis là, il y a différents niveaux. Donc là, il y a une compétition. Oui. Oh, là, ça, c'est fun. Oui. Quand il y a des compétitions, ça devient plus intéressant. Hein? Un peu compétitif. Mais là, le prochain jeu, c'est parfait pour toi. Oui. Parce que c'est le défi lumière. Okay. Donc là, vous êtes dans une pièce et là, vous avez 2 équipes. Puis, vous avez 60 secondes, vous rentrez dans la pièce et là, il va y avoir des lumières qui vont clignoter et toutes les lumières ont des boutons. Donc, dès que vous voyez une lumière clignoter, vous devez appuyer sur le bouton. Donc, vivacité d'esprit. Oui, exactement. Puis là, c'est vraiment celui qui est le plus rapide a le plus grand nombre de points. Donc, ça peut faire une belle compétition là, entre enfants. Puis si on aime la compétition à un autre niveau encore plus supérieur, tu as quelque chose à nous proposer aussi. Mais je peux même vous proposer un peu la guerre avec le Ballocité. Donc, le Ballocité, c'est un gros centre. Vous avez 1 millier de balles en mousse. OK. Puis là, vous êtes comme dans une arène. Il y a des canons à air où vous pouvez... ça, je l'ai fait. C'est ça. Vous pouvez vous lancer des balles, littéralement. Et puis même, vous pouvez grimper, escalader. Il y a même des passerelles. Donc, vraiment, vous êtes comme dans une espèce de parcours là, où vous vous attaquez avec les balles en mousse. Ah, c'est complètement génial. Moi, je me faisais attaquer par un petit garçon la dernière fois. Je suis allée, j'étais sa cible par excellence. Ah ouais? Donc, c'est juste pour dire que tout le monde est d'égal à égal. Hein. Quand tu arrives là-dedans, là, c'est pas parce que tu es un enfant que tu es désavantagé. Là. Au contraire, tu cours puis tu te faufiles beaucoup plus vite. Ça peut devenir un peu un défoulement. Là, absolument! Autant pour les enfants que les parents. Oui, c'est en mousse, ça fait pas mal. Puis, juste à côté du Ballocité, vous avez le labyrinthe, un immense labyrinthe à 4 étages où il y a des trampolines, il y a des tyroliennes, bien évidemment. Cool, comme Tarzan. Donc, et ça prend quand même un certain âge pour aller faire ces activités-là, j'imagine. Oui, plus haut, mais en dessous du labyrinthe, vous avez justement le coin bout-de-chou pour les 3 ans et moins. Donc, vous avez une mini-piscine à balles, vous avez des mini-voitures. Donc là, on range notre sens de la compétition. Oui, là, ça devient plus relax. Même les parents ont même des sofas, là, des petits coussins pour s'asseoir confortablement parce
que vous devez accompagner, bien évidemment, votre enfant dans le coin Bouchou là, pour la surveillance. Il y a même aussi des mini-arcades un peu partout pour les plus jeunes aussi. Là. Oui, il y a l'argent Funtropolis. Oui, où est-ce que vous pouvez justement acheter des jetons puis aller faire les arcades. Il y a du paintball, pinball. Oui, et Pinball. moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que tu peux apprendre à tes enfants, disons, en donnant un tel montant, bon, je te donne 10 de petits jetons, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et c'est une manière, en même temps, éducative de montrer... La valeur de l'argent, oui, peut-être. Exactement. Oui. Et je voulais terminer la chronique en vous suggérant d'aller écrire sur Facebook vos activités que vous voulez que je parle peut-être à ma TV ou des endroits où ce que vous voulez en apprendre davantage. Donc, vous pouvez le faire via notre site Facebook sur notre page Parle Jase. Et on peut aussi lire ton article, Victoria. Oui. Tu nous fais des bons articles sur le récapitulatif des activités dont tu parles dans la chronique. Merci beaucoup pour ça. Bien, ça fait plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. C'est le 7 juillet qu'aura lieu la 8e édition des Petits Gourmets dans ma cour. J'ai avec moi Josée Lefebvre qui est ici pour nous parler puisque c'est l'instigatrice de ce beau projet. Bonjour, Josée. Bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir parce que je trouve que c'est un projet incroyable. J'aimerais que tu expliques à nos téléspectateurs en quoi ça consiste. Alors, c'est l'événement d'un soir. C'est 325 bénévoles qui mettent en place 3 restaurants extérieurs. C'est des restaurants bénéfices pour la Fondation du Dr Julien ainsi que pour la pédiatrie sociale de Laval. Alors, la particularité de ces restaurants-là, c'est que les enfants sont au centre du projet. Alors, les enfants sont les serveurs. Les plus vieux, enfants âgés entre... les serveurs, c'est de 5 ans à 12 ans. OK. 12-13, là. Puis ça va jusqu'à 17 ans, je lisais, là. Ah oui. Oui, mais même donc, les après, plus vieux, ils restent. Oui. Mais quand on dit les jeunes, c'est qu'il y a 100 bénévoles sur les 325 qui ont entre 5 et 17 ans, 18 ans. Oui. Ah, wow! Alors, ils sont serveurs. Par la suite, ils vont devenir chefs d'équipe. Par la suite, apprentis cuisiniers. Donc, au fil des ans, ils progressent dans leur cheminement et ont de plus en plus de responsabilités. Oui, parce que c'est ce qu'on veut, c'est au centre du projet, en même temps que d'amasser de l'argent pour des enfants qui sont dans le besoin. Donc, ce sont des enfants qui organisent quelque chose pour d'autres enfants. C'est fantastique. Moi, je trouve ça incroyable. Je l'ai découvert cette année, puis je me suis demandé d'emblée comment est venue l'idée. C'est mon fils qui a eu le désir de faire comme sa sœur. À l'âge de 8 ans, ma fille, elle avait fait une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. Alors, il a vu la remise de chèques avec ses copines, puis il a dit, moi aussi, quand j'aurai 8 ans, maman, j'aimerais que tu m'organises quelque chose. Alors, où trouver l'idée, comment, on ne savait pas, des garçons, la va-t-on, j'avais pas d'idée. Alors, un soir, mon conjoint, il rentrait à la maison, il avait écouté un reportage à la radio avec les restaurants inusités à travers le monde, dont un restaurant qui avait des enfants qui étaient les serveurs. Là, j'ai vu tous les amis de mon fils autour de la piscine installer des tables avec les parents qui pouvaient cuisiner puis aller servir. Alors, aux parents, aux amis, au début, c'était pas le quartier. Mais maintenant, la clientèle, c'est le quartier, c'est les gens de l'extérieur. Mais au début... 8e édition, je veux dire, ça a dû certainement progresser là, au fil du temps. Donc, vous m'expliquez en hors d'onde que ça a commencé dans votre cour et que ça s'est étendu. Oui. Wow! Oui. Alors, au début, nous avions 2 services de 75 places. Maintenant, dans la cour, nous avons 3 services de 87 places. Donc, on a réussi à se tasser un peu. C'est pas un repas 3 services. Mais c'est un repas 3 services qui est servi dans la cour. C'est un peu plus VIP. Ah, OK. Et c'est, 3 tablés. Et je me demandais aussi si on est... Bon, il y a quelqu'un qui nous écoute du web et il se dit, ben moi, j'aimerais participer à cet événement-là. C'est disponible à tout le monde. C'est disponible à tout le monde. Par contre, le restaurant dans la cour, lui, est réservé depuis le mois de novembre. Oui. Mais puisque nous avions trop de popularité ou de succès, on a... C'est un beau problème! Oui, autant la clientèle que les enfants qui voulaient participer au projet. Alors, on a désiré grossir. Donc, on a fait un restaurant à l'extérieur dans la rue. Puis maintenant, on a 2 restaurants de 100 places. Donc, vous pouvez vous pointer, venir comme si vous alliez sur le boulevard Saint-Martin. Et vous donnez votre nom. Si le restaurant est plein, donc vous laissez votre nom. Et il y aura une hôtesse qui va vous appeler sur votre téléphone pour dire que votre place, elle est prête. Mais
tout au long, vous pouvez prendre un petit tapas, vous promener, prendre un petit verre de vin. Clients, là, on joue au restaurant pour de vrai, là? Oui. Oui, puis on mange pas, c'est pas un souper spaghetti, là. OK, c'est quoi, disons? Cette année, dans la rue, on a le restaurant bistrot qui va y avoir de la morue, servi avec un chou-fleur, c'est un couscous de chou-fleur. On a aussi un filet de porc farci au camembert et entouré de jambon. Donc, c'est pas un macaroni au fromage, pas des plats d'enfants, là, tu sais, là? On a même... on a du foie gras. Ah, mon doux! Au tapas. OK, là, on va jusque-là. Donc, c'est les enfants qui cuisinent ça? Avec les enfants, parce que 1000 repas, ça se fait pas en une journée. Non. Donc, la maison, chez nous, parce que ça se passe dans notre maison, à partir du lundi, les gens cuisinent toute la semaine. Alors, il y a des enfants qui coupent des carottes, des céleris, mélangés avec des personnes, des fois, plus âgées. Donc, c'est le succès aussi de mélanger tous les génériques. C'est l'impact que ça a au fil du temps. Ça a tissé des liens dans la communauté. Oui, exactement. Mais on cuisine toute la semaine pour le repas du samedi. Donc, les enfants ont mis un petit peu de leur énergie dans tous les repas qui sont conçus. C'est pour ça qu'on les veut aussi bons, aussi pour qu'ils soient fiers lorsqu'ils vont les présenter, lorsqu'ils vont servir ça à leurs clients. Puis, vous mentionnez aussi que, tu sais, s'ils sont pas... ils peuvent faire des erreurs. Tu sais, on peut s'en attendre à ça, puis c'est juste mignon, dans le fond. Mais finalement, les clients qui viennent, ce sont aussi des bénévoles parce qu'ils doivent être dans le jeu. Bien oui. Alors, comprendre justement que c'est un jeune de 8 ans qui vous sert votre repas, qui prend la commande, qui peut peut-être avoir fait une petite erreur. Bien oui. Alors, faut jouer le jeu aussi. Donc, moi, je vois à l'événement, tout le monde est bénévole, autant le client que le serveur, que les parents aussi qui sont là pour aider toute la structure, parce qu'il faut monter aussi l'événement. Il y a des restaurants, il y a plein de choses à... Donc, ça a parti d'une idée, d'un manque d'idées, qui finalement s'est transformé en une idée super géniale. Pour ma part, moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai 2 enfants, je trouve ça hot au bout. Donc, votre fils, c'est l'élément déclencheur de tout ce grand événement-là. Il avait 8 ans à l'époque, et là, maintenant, il est rendu à 15 ans. Est-ce qu'il s'implique autant? Oh oui. Maintenant, il est cuisinier. Wow. Du restaurant bistrot, et c'est lui qui va servir le filet de porc. Donc, et est-ce que vous pensez que c'est certainement grâce à cet événement-là que ça l'a inspiré à devenir? Oui, en côtoyant parce que j'ai des amis qui ont de l'expérience dans la cuisine, qui sont chefs cuisiniers, donc ils lui ont montré. Donc, oui, bien sûr. Et il y a plein d'autres jeunes qui ont appris, pas juste mes enfants. Mais non, exactement. Donc, l'impact que ça a sur les enfants qui participent à ça rapidement, qu'est-ce que vous avez pu constater? La confiance en eux, je dirais la débrouillardise, parce que et l'esprit d'équipe, puis le défi qu'il n'y a jamais... il y a toujours une solution. Oui. Toujours une solution. On a un pépin, on trouve la solution. Et entre eux. Donc, il y a eu la pluie. Tout le monde, comment on ferait ça? Tout le monde a été chercher des parapluies. Les enfants étaient, non, ça ne s'arrête pas là. Donc, tout le monde est ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Bien, je vous félicite pour votre implication. C'est vraiment un bel événement. Je compte y être. On parle jase avec Véro de tendance de régime. À chaque année, Véro, là, il y a toujours un nouveau régime qui devient la vedette des réseaux sociaux, des influenceurs. Oui, bien en fait, Jean qui dit été dit régime. Souvent. Mais oui, souvent. Puis, il y a tout le temps des nouvelles tendances dans le milieu des régimes. Moi, je me rappelle que mes parents ont tous fait Montignac. On trouvait le pain Montignac, c'était, les plats Montignac, c'était vraiment la mode. Après ça, il y a eu le South Beach Diet, Atkins. Il y a toujours une nouvelle affaire. Oui. Bon, puis cet été, ce qui est plus in, je te dirais, c'est plus des régimes qui se veulent un peu holistiques, dans le sens que c'est supposé être anti-inflammatoire, aider ton corps à s'auto-guérir. C'est plus axé sur la santé. C'est d'être à l'écoute de son corps? Bien, pas vraiment, mais c'est plus axé, c'est moins axé sur maigrir que, justement, genre comme faire un reset de ton métabolisme. Ah, OK. On s'attaque au métabolisme. Exactement. Okay. Fait que je vais commencer avec le premier, qui est la diète qui a inspiré, dans le fond, le livre de Gwyneth Paltrow, It's All Good, qui est comme un de mes livres de cuisine préférés. Pour vrai, c'est pas du tout régime, c'est super bon, puis même mes enfants trippent là-dessus. T'as 2 enfants, 2 gars, puis des fois, quand même, ils aiment les recettes. Oui, c'est ça. Et puis, ça a été inspiré, en fait, par la diète, le cleanse du docteur Alejandro Runger, qui est un médecin, un cardiologue, en fait, juif,
qui a été élevé en Uruguay. OK. Lui, il vient de la campagne de l'Uruguay où est-ce que tu mangeais directement les produits de la ferme. Puis il est allé faire sa spécialité à Columbia, à New York, pour être cardiologue. Puis rendu là-bas, il a commencé, sa santé a commencé à se détériorer, il a pris du poids, il a commencé à être dépressif, il mangeait tout le temps des sandwichs dans les machines distributrices. Puis, avec plein de produits d'agents de conservation. Exactement. Oui. Puis pas des matières premières, des aliments qui viennent très loin directement de la ferme. Exactement. Puis tous ses collègues ont dit, bon, ben, on va te soigner avec des antidépresseurs. Finalement, lui, il n'allait pas tellement mieux, puis il a commencé à faire des recherches de son côté, puis il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les aliments transformés puis les hormones, puis que c'était la cause de beaucoup de maux qu'on peut avoir en général. Oui, puis on n'a pas tendance à observer ça avec ce regard-là, de penser aux hormones, mais de plus en plus, on entend parler. Oui, puis même chez les enfants, en fait. Alors, lui, finalement, il est allé même par faire ses études en Inde par la suite, puis maintenant, il dirige 2 cliniques holistiques, une en Californie, une à New York. Okay. Et il a développé cette diète-là qui est supposée comme enlever complètement l'inflammation, qui est supposée même guérir genre du diabète, du cancer, vraiment faire un reset à ton métabolisme, puis remettre tes hormones dans l'ordre où ils devraient être. Ah, okay. Le grand principe de cette diète-là, c'est vraiment comme un régime de vie, mais tu peux vraiment faire le cleanse comme sur 3 semaines. OK. Et puis, ce qu'il faut faire, en fait, c'est couper tout ce qui crée du mucus. Alors, les fraises, les bananes, les agrumes, tout ce qui est... On ne s'attendrait pas à ça? Oui, tout ce qui est allergène ou inflammatoire, les produits laitiers, l'alcool, le café, le gluten, les sucres raffinés. Ce qui est élevé en acide. Oui. Puis aussi, même, genre, tout ce qui est de la famille des aubergines et des poivrons. Il faut que tu l'élimines pour 3 semaines. Finalement, genre, comment ça fonctionne la diète, c'est que le matin, tu te fais un smoothie. OK. Et puis, le midi, c'est ton seul repas solide. La seule viande acceptée, c'est l'agneau, bio, évidemment. Oui. Tu peux manger du poisson ou tu peux manger du poulet. Et puis, des légumes verts principalement. Et puis, des céréales qui n'ont pas de gluten, comme du quinoa ou du riz brun. OK. Le soir, tu manges une petite soupe à peine cuite ou un autre smoothie. Parce que tu gardes tous les nutriments de cette manière-là, oui. Tu bois beaucoup, beaucoup d'eau, puis ils t'encouragent même à te faire des drainages du côlon puis des affaires comme ça. Ah oui, OK. Ouais. Donc, tu peux pousser encore plus loin si vraiment... Oui. Puis il faut arrêter de manger comme à 19h30, vraiment pour laisser ton corps se reposer. Oui. Puis ça va dans l'esprit de la deuxième diète dont je vais vous parler, qui est le fasting ou le jeûne de 16 heures. Oui. Qui est comme super tendance chez les vedettes, comme Hugh Jackman le fait, puis plein de monde le font. Honnêtement, je l'ai déjà expérimenté et vrai? Je peux te dire que tous les corps sont uniques, mais pour ma part, c'est la voie du succès. C'est vrai, mon frère aussi le fait. Je connais plein de monde qui l'ont fait. Puis apparemment que ça aussi, pour ton corps, en fait, je vais vous expliquer le principe, c'est qu'admettons que vous arrêtez de manger à 8 heures le soir, vous ne remangez pas avant midi. Voilà. Alors, voilà. Et puis, on va privilégier, évidemment, de manger des aliments de qualité dans la période où vous avez le droit de manger. Si vous ne voulez pas perdre du poids, c'est mieux d'augmenter les portions, de faire des plus grosses portions. Puis, dans le fond, le principe de base, c'est que le corps, à ce moment-là, n'est pas toujours en train de digérer. Donc, il peut se mettre à s'auto-guérir, encore une fois. Voilà. Il va les comme bénéfices du jeûne. C'est un mini-jeûne. Voilà, oui. C'est comme un genre de mini-jeûne tous les jours. Puis apparemment que c'est vraiment bon pour l'organisme. Puis bon, on peut être souple, on peut arrêter de manger aussi à 6 heures puis recommencer à 10 heures. As-tu déjà expérimenté ce type de régime-là? Non. Mais pour ma part, pour l'avoir expérimenté, j'ai trouvé que j'avais une plus grande vivacité d'esprit aussi. C'est ça qu'on dit. Il y a apparemment que genre, ça donne de l'énergie. Tu es plus en forme que jamais. Il y a du monde de 50 ans qui font ça. Ils disent qu'ils ont plus d'énergie qu'à 20 ans. Puis c'est supposé complètement te revigorer. Là. Oui. Puis il y a beaucoup de monde qui vont le faire en même temps que la diète kétogénique. Ah, OK. La diète kétogénique, ils vont combiner les deux dans le fond. Oui. La diète kétogénique, finalement, c'est la diète cétogène, où est-ce que ton corps, il faut qu'il se mette en cétose. Oui, comment on y accède à cette étape? C'est ça. En fait, c'est quand même complexe, là. On n'est pas des... Ouais. C'est qu'il faut, en fait, abaisser ton taux de glucose dans le sang. OK. Et pour ça, il faut que tu suives une diète assez stricte qui est basée principalement sur manger des bons gras, comme des avocats. Eux, ils disent le beurre, c'est du bon gras. Pas toutes les sortes d'huile, il faut que ce soit comme de l'huile de coco. Il y a comme une liste exhaustive. Un petit peu de noix. Les seuls fruits que tu peux manger, c'est des baies, comme des framboises ou des bleuets. Oui, et avec puis, un haut taux d'antioxydants. Un petit peu, comme autour de 20 de protéines. OK. Et un tout petit peu de glucides qui viennent principalement des légumes. OK. Alors là, ton corps, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en état de cétose, puis
le foie se met à éliminer directement, à créer de l'acétone qui élimine directement tes graisses stockées. Puis là, il élimine les graisses, puis apparemment que ce régime-là aussi, c'est très bon pour la santé, apparemment que ça élimine tes toxines en même temps. Ça te donne tellement d'énergie, ça augmente ta masse musculaire de façon incroyable. Et puis, même que ça éviterait les crises d'épilepsie chez les enfants. Bon, ça reste à voir. Là, oui, ça reste à voir, mais tout de même, c'est des bonnes pistes. Puis aussi, ça enlève complètement les cravings. Ça, c'est intéressant. Tu n'as pas de craving de sucre, tu sais, comme les régimes à basse calorie peuvent créer, en fait. Parce que j'étudiais la nutrition holistique et ça disait que, justement, c'est le taux de sucre qui fait niveler tes envies de vouloir manger. Exactement. Puis dans tous les cas, dans tous ces régimes-là, là, ce qu'on retrouve surtout, c'est qu'ils privilégient de ne pas manger des aliments transformés. Tu sais, en fait, comme le pain ou... c'est vraiment y aller avec les aliments de base. On retient ça dans le fond de ces 3 régimes-là. Certainement, je pense qu'on a vraiment un retour à la nature à faire, une conscientisation. Non, mais c'est vrai. Moi, en tout cas, j'y vais dans ce sens. Mais les gens sont plus axés santé, je dirais, en fait. Oui, on est plus conscient de l'impact. En même temps, je ne prône pas les régimes, mais allez-y pour ce qui vous convient le mieux puis ce qui vous fait sentir le plus en forme. Exactement. L'important, c'est d'avoir de l'énergie pour pouvoir arriver à faire tout ce qu'on veut. Exactement. J'ai l'impression. Et puis, bon, là, mon tirage cette semaine, Jessica, n'est pas du tout régime. Il n'est pas du tout régime. On fait tirer cette semaine un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ du restaurant Le Meilleur à Montréal. Wow! Alors, donc, les gens de Laval, si vous avez le goût de faire un petit tour à Montréal... ça peut être une belle occasion, puis vous irez profiter de la terrasse pour prendre des drinks puis manger un croustillant de chèvre chaud ou des frites puis un tartare. Voilà. Merci beaucoup, Véro. Donc, on va donner toutes les indications sur Facebook dimanche après l'émission pour pouvoir gagner ce certificat cadeau-là. On vous invite à nous suivre sur la page Facebook de TV Laval, sur la page Facebook de Parle par Jazz et sur notre Instagram de ces 2 comptes respectifs-là. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Jessica. C'est la fête des pères qui s'en vient bientôt. Si vous êtes tanné de donner une cravate, un stylo ou encore une ceinture, bien, nous, on a une suggestion techno avec Audrey. Bonjour, Audrey. Oui, bonjour. Donc, si vous êtes dernière minute comme moi, la fête des pères, c'est le 17 juin, je vous rassure. Donc, vous avez encore le temps un peu de magasiner. Puis, je vous ai préparé quelques suggestions cadeaux techno, en fait, qui sont parfaites pour les papas. Donc, tous les types de papas, en fait. Oui, donc les papas sportifs, les papas techno, puis même les papas qui sont plus aventuriers, donc qui aiment le camping. Intéressant. Donc, première suggestion de cadeau, c'est pour le papa techno. Oui, carrément. Donc, le papa qui aime la technologie, en fait, c'est des haut-parleurs intelligents à commande vocale. Donc, il y a plusieurs compagnies qui offrent ce type de produit-là. Vous connaissez sûrement le Google Home, donc le Google Home Mini. Ça a qui était vendu incroyablement dans le temps des fêtes. Là. Vraiment, ça a été un des cadeaux les plus populaires à Noël. Donc, si vous n'en avez pas encore déjà un à la maison, je vous suggère ce petit gadget-là. Parce que pour les papas qui sont techno, bien, c'est un gadget quand même assez innovateur puis impressionnant. C'est drôle à avoir à la maison. Ça va faire jaser. Comment on pourrait expliquer qu'est-ce que ça fait? Moi, j'en ai eu un, puis non, je ne l'ai plus. Non? Non, parce qu'il ne me comprenait pas. Il ne comprenait pas? Non. Fait qu'il n'était pas dans votre langue aussi. Là. Ah, mais ça doit être ça! Mais en fait, c'est un espèce de gadget, le Google Home Mini, puis c'est comme un dictionnaire sur pattes. Donc ça, c'est tout. Ça peut répondre à toutes les questions. On peut lui poser des questions sur la météo, qui a gagné hier au sport, demander sur l'actualité, les finances, en fait, tout ce qui touche à l'actualité présentement. Mais on peut aussi demander des questions mathématiques. 2 plus 2, ça fait combien? Puis Google Home va pouvoir répondre. Très intelligent. Oui, puis en plus, on peut même s'amuser, puis on peut même lui demander de faire des petites blagues de temps en temps. Ah oui, puis est-ce qu'il est vraiment drôle? Ben c'est drôle de voir qu'il n'est pas drôle. Des fois, ça aussi, c'est beaucoup plus drôle que, tu sais. Mais c'est ça, des blagues de papa, justement, des jokes de papa pas drôles, hein? Donc, si vous voulez puiser de l'inspiration, c'est aussi un bon cadeau pour vous. Exactement. Et pour le papa sportif? Oui, donc il y a plusieurs bracelets connectés. Donc, c'est des bracelets intelligents qui permettent aux sportifs de voir combien de pas qu'ils font dans une journée ou même le nombre de temps qu'ils ont fait de l'activité physique. C'est très intéressant pour les papas qui sont actifs justement puis qui bougent beaucoup. Puis en plus, des fois, il y a parfois des bracelets qui peuvent dire le nombre de temps de sommeil et la qualité aussi du sommeil. La qualité? Oui, et même aussi la fréquence cardiaque.
Donc, c'est bien pour des papas. papas. Est-ce que la qualité est déterminée par la fréquence cardiaque? Comment c'est possible? Non, en fait, la qualité est vraiment, dépendamment, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réveils pendant la nuit? Ah, OK, c'est à ce niveau-là. Oui, exactement. Ah oui, OK. Donc, elle tient, ce bracelet-là tient la trace d'absolument tout ce que tu fais. Oui, mais ça dépend évidemment quel type de bracelet. Là, si on veut des bracelets. Oui, c'est ça, là, si on veut la fréquence cardiaque, on va dans des Fitbit, dans des bracelets beaucoup plus dispendieux. Oui, donc ça fait un beau cadeau pour la fête des pères. Un beau cadeau, mais c'est ça, les cadeaux qui sont plus dispendieux, on peut toujours se mettre en famille ou entre frères et sœurs. Bonne idée. Oui, ça peut même être le cadeau de Noël, de la fête des pères et la fête. Donc, pour un année complète. On te donne ça, là, mais attends-toi plus à rien après ça. Donc, pour les papas pêcheurs. Oui, donc les accessoires de pêche, c'est très populaire pendant la fête des pères. Et encore une fois, cette année, il y a d'autres gadgets qui sont vraiment intrigants, dont, entre autres, le iBoober de Wheel Sonar. C'est un détecteur de poissons Bluetooth. Donc, avec notre cellulaire, on a accès à, dans le fond, tout ce que la petite boule prend dans l'eau. Donc, on va pouvoir voir les poissons qui sont à proximité, puis la grosseur aussi des poissons. Donc, s'ils sont de 15, plus ou moins 15 pieds. Donc, c'est quand même assez... Wow! Ouais. La technologie me dépasse. Un jour, on aura leur identité aussi aux poissons. Oui, c'est ça. Leur nom. Ça va aller. Leur nom. Donc, Bob est là, dans la mer. Leur antécédent émotionnel aussi, ça. Probablement. Et pour les papas cyclistes? Oui, donc pour les papas cyclistes, il y a plusieurs gadgets aussi technologiques, mais il existe un petit GPS qu'on met directement sur le guidon. Donc, pas besoin d'avoir notre gros cellulaire. En fait, on met l'application sur notre cellulaire, on rentre l'adresse, on range notre cellulaire, puis ensuite, on a juste besoin d'utiliser le petit gadget qui va nous indiquer où aller, puis aussi qui va nous dire la distance qui reste à parcourir et qui va nous dire la vitesse à laquelle on va. Donc, est-ce qu'il faut pédaler plus vite ou moins vite? Ça va l'indiquer avec le petit gadget. Ah oui, hein? Oui. OK. Donc, ça s'appelle le Beeline et aussi, c'est résistant au choc et à l'eau. Mais là, on parle vraiment d'un objet assez dispendieux, 180 $. Donc, c'est un pensez-y bien, évidemment. Il faut que votre papa aime vraiment le vélo. Mais une autre suggestion, si votre papa aime le vélo, mais c'est pas un fanatique, vous pouvez toujours lui procurer des phares avant, un phare avant blanc et un phare arrière rouge, parce que c'est obligatoire quand on se promène la nuit, donc à vélo. Il y a eu une nouvelle réglementation qui a été régulée parce que ça a été... Bon, on n'avait pas touché à cette réglementation-là depuis 1980. Donc, si à la maison, vous voulez être au courant de ce qui se fait et de ce qui se fait moins maintenant sur les pistes cyclables, eh bien, c'est une bonne idée de vous renseigner sur les sites des gouvernements. Exactement. Maintenant, c'est plus suffisant. Il ne faut pas seulement avoir des réflecteurs, il faut aussi avoir des lumières le soir. Donc, une bonne idée pour papa qui aime faire du vélo. Puis là, on parle d'un petit 15 $ maximum. Donc, c'est un beau petit cadeau à offrir à papa. Et pour le papa aventurier? Oui, bon, ben là, j'ai parlé beaucoup de sport puis de technologie. Mais là, pour le papa qui est un peu plus camping puis qui aime partir à l'aventure, eh bien, il y a une lanterne qui est compressible. Donc, c'est comme une lampe qu'on peut fermer. Puis pendant la journée, il y a un panneau solaire. Donc, la lampe, elle va se charger à l'énergie solaire. Et le soir, on va pouvoir utiliser la lanterne. Ça va fonctionner sans électricité. Oh, wow! C'est assez génial. Et là, en plus de ça, cette lanterne-là, elle permet de faire charger les cellulaires. Ben là, fait que là c'est le génial. comble du bonheur pour le papa aventurier. Exactement. Quand on est en camping, souvent, on n'a pas d'électricité à proximité, donc c'est parfait pour ça. Ou même quand on part sur la plage. Oui, ben oui. C'est le fun. C'est des situations comme ça où est-ce que tu dis, il y a plein de soleil, on peut récupérer l'énergie solaire et en faire de l'énergie. Pourquoi il n'y a pas ces objets-là qui existent? C'est ce que je me posais comme question donc, tant mieux, quelques temps. Et là, tu me dis que c'est fait. Oui, donc c'est le Pack Light Max de Luminate. Puis c'est surtout disponible sur Internet si vous voulez le payer un peu moins cher. Sinon, il y a toujours chez MEC que j'ai trouvé aux alentours de 50 $. Donc, c'est un beau cadeau pour les papas qui aiment partir à l'aventure. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment original comme sujet. Merci. Ça fait plaisir. On parle par Jean-Jacques cinéma avec Nicolas. Bonjour, Nicolas. Salut. Film de location, Red Sparrow, Le Moineau rouge en québécois, un peu moins... Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus accrocheur, disons. Il n'y a pas tant de publicité que ça ici, tu sais, aussi. Mais bon, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi l'histoire, faire une histoire courte, c'est une danseuse de ballet en Russie. Elle se blesse et là, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, son oncle, qui est dans les services secrets, décide pour lui. Un plan pour elle, la recrute, lui propose justement « Hey, je pense que tu serais bonne pour... » tu sais, puis là,
il lui propose d'aller dans une école d'espions et d'espionnes, mais tu sais, bon, qui utilise un très grand côté de séduction pour aller chercher l'information. Ah oui, c'est complètement tordu, là. C'est ça. Donc, tu sais, c'est pas... il la forme pas pour devenir une tueuse. Et quoi qu'elle se débrouille assez bien. elle se débrouille bien, mais tu sais, le but, c'était beaucoup plus de séduire, disons. Oui. Et moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent, disons, parce que, bon, le film, vraiment, est très long, 140 minutes, et ça prend un certain temps avant que, bon, elle se fasse la table soit mise. Puis, c'est ça. Moi, je pensais qu'on allait plus découvrir cet univers-là à travers quelqu'un qui est déjà dedans, mais bon, non, on le découvre un peu, mais pas tant que ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une erreur de perspective? Moi, je trouve que c'est le mauvais format pour cette histoire-là, c'est le mauvais réalisateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est une trilogie de romans, ça. Oui. Et Jason Matthews, celui qui a écrit ça, c'est un ancien agent de la CIA. Donc, tu sais, c'est lui qui a guidé... C'est pas un univers, disons, inventé de toutes pièces. Il y avait des connaissances à ce niveau-là. Exactement. Tu sais, il savait de quoi il parlait. Oui. Donc, ce gars-là a quand même il a donné son avis pendant le tournage sur comment est un agent secret. C'est que ça, c'est bien là-dessus. Mais le film, tu sais, il est extrêmement froid. Et moi, je pense que ce film-là aurait dû être une série. Netflix aurait dû acheter ça. Parce que bon flash, c'est vrai. J'approuve ce que tu dis, oui. Tu sais, comme ce roman-là, le premier roman est sorti en 2013 et avant même qu'il soit disponible à l'achat, bon, il y avait déjà des procédures entamées pour faire le film. L'achat, on avait déjà acheté les droits du roman pour le cinéma. Okay. Mais ça aurait dû être Netflix ou HBO. Ça aurait dû être beaucoup plus long, un autre format, parce qu'à la base, quand on prend un roman et on l'adapte au cinéma, on doit enlever tellement de choses. Tu sais, semblerait-il que dans le roman que j'ai pas lu, mais bon, il y a... c'est fait d'une certaine façon, puis on a comme plus d'indices, on a plus d'éléments. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Et la froideur que ce film-là a été réalisé, celui qui l'a fait, c'est Francis Lawrence. Qui a fait Hunger Games, entre autres. Oui, il a fait 3 Hunger Games. Il a fait I Am Legend avec Will Smith en 2007. Oui. Mais aussi, ce gars-là, c'est un réalisateur de vidéoclips. Il a fait des clips pour Britney Spears, Jennifer Lopez, Will Smith, nomme-les, il en a fait une tonne. Donc, ce gars-là, qui, tu sais, il n'a pas besoin d'aller dans une direction aussi froide, arrive avec un film comme froid comme ça. Avec son actrice fétiche, on dirait bien, de ces temps-là, Jennifer Lawrence. Oui. Jennifer Lawrence, qui n'était pas tout à fait sûre d'accepter parce que, bon, elle, quand on lui a proposé le rôle, elle venait de se faire hacker un de ses comptes, et bon, il y avait des photos qui avaient leaké d'elle nue sur le web. Donc, tu sais, c'est un film où, tu sais, bon, il fallait qu'elle soit nue aussi. Donc, elle n'était pas sûre de vouloir accepter. Bon, finalement, elle l'a fait. Mais je pense qu'à la base, même si Jennifer Lawrence et tous ceux qui jouent dedans, les acteurs sont excellents. C'est pas un problème à ce niveau-là. Là. Il aurait dû prendre peut-être, si vraiment l'idée c'était d'en faire un film, David Fincher. Celui qui a fait Fight Club, entre autres. Oui. Tu sais, ce gars-là, il a fait... Qui donne du rythme un peu plus. C'est ça. Il a fait Social Network aussi. Ce gars-là aurait été un très bon réalisateur parce qu'avant que Francis Lawrence embarque, ben, David Fincher, c'était un des réalisateurs qui a été approché pour ce film-là. Et ça aurait dû être lui... Le premier choix, des fois, c'est le meilleur. Hein? C'est ça. Donc, tu sais, l'effort est là, mais, tu sais, ce film-là aurait dû... Tu sais, je prends comme Bourne, la série de films Bourne. Je n'ai pas vu. Ce qui est très bien avec ces films-là, c'est qu'ils ont été chercher Paul Greengrass, qui est un gars qui faisait des documentaires. Ils ont été chercher lui. OK. Tu regardes une autre perspective. Là, exactement. Pour l'histoire, tu regardes le premier Bourne, exemple, tu sais, il est fait de façon très classique. Le deuxième, Bourne, quand Paul Greengrass a embarqué, c'est caméra à l'épaule qui bouge. Ça donne un certain rythme au film. Et je m'attendais à quelque chose comme ça dans Red Sparrow. Du tout. Les plans sont statiques. Est-ce que tu penses que, dans le fond, Francis Lawrence a amené son propre style à l'histoire plutôt que d'adapter son style à l'histoire, au type d'histoire, tu sais? Lui, il est habitué de faire des grands films très longs, dont Hunger Games 3 fois, tu sais? Mais il y a une Hunger Games n'est quand même pas si froid que ça. Tu regardes les clips qu'il a faits, c'est pas...
c'est pas froid comme ça. Je comprends que le monde des assassins, des espions, il faut que ce soit fait avec une certaine froideur. Donc, c'est sûr qu'il l'a fait à sa manière à lui. C'est pour ça qu'ils ont été le chercher. Mais peut-être que c'était pas la bonne direction à prendre. Parce qu'au bout de la ligne, c'est pas un mauvais film. C'est un film qu'on va oublier très vite, par exemple. Dommage. Avec un gros... C'est un gros budget pour ce qu'on voit à l'écran. 69 millions de dollars. Moi, je ne le vois pas, cet argent-là, à l'écran. C'est sûr qu'il y a... La photo est très belle, il faut dire. Ils ont tourné dans plusieurs pays. C'est beau. Visuellement, c'est très beau. Oui, mais où est l'argent? C'est beau. C'est sûr qu'il y a entre 15 et 20 millions qui a été à Jennifer Lawrence. C'est une grosse pièce, là, oui. C'est ça, mais... Et au box-office, comment ça s'est comporté? Ça a été bien. 69 millions de budget, 150 millions au box-office à travers le monde. C'est bien, c'est correct. C'est rentable. C'est rentable. Ouais. Est-ce qu'ils vont en faire d'autres? Il n'y a pas eu d'annonce. Puis je ne suis pas sous l'impression que, quand le film est déplacé comme ça à la base, il devait être au mois de novembre 2017. Après ça, il y avait trop de compétition. On l'envoie plutôt au début de l'année, exactement. Où est-ce qu'on teste mars, un peu plus? C'est ce que tu me disais? C'est ça. On teste un peu plus. On pensait peut-être pas que Black Panther allait encore être numéro 1 au début mars. Ça a surpris tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. On parle par Jean-Jazz politique fédérale avec Rarès Burlaki. Bonjour, Rarès. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir pour moi aussi. Tu sais, moi, je représente monsieur et madame tout le monde qui n'est pas en politique et qui suit ça d'un peu loin. Tu sais, on suit ce qu'on peut quand on peut. Puis là, il y a un grand événement qui va se produire bientôt. Ça s'appelle le G7. Et j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que c'est ça? Ah bien, le G7, c'est peut-être le sommet des leaders des pays les plus industrialisés de la planète. Donc, c'est un événement international? International qui est suivi sur toute la planète. Donc, on aura des milliers et des milliers, même des correspondants des médias étrangers qui vont venir pour découvrir notre belle province et plus précisément, Québec. Charlevoix? À Charlevoix, le 8 et 9 juin, donc d'ici quelques jours. Parfait. Et qu'est-ce qu'ils vont traiter dans Ils vont traiter de plusieurs dossiers. Juste pour faire une petite synthèse, ça va être au Canada. Ça a été une proposition de Canada pour parler, par exemple, d'égalité des genres, des choses comme ça. Comment donc, ce n'est pas seulement l'économie. Non, c'est pas juste l'économie. C'est des questions humaines même aussi. s'il faut dire que, bon, à la base, c'était une décision économique 1975, décision prise par Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français qui a organisé un premier sommet à Rambouillet, en France. Okay. Depuis là, on a avancé avec donc ça, c'est l'histoire du G7, finalement. Du G7, à un certain moment, j'avais failli de dire J8. Après la chute du communisme 1989, la Russie a intégré aussi cette grande réunion internationale, un petit peu comme en contrepartie pour le fait qu'elle a accepté d'avoir des pays membres de l'OTAN, donc Organisation du traité nord-atlantique, à ses côtés. Surtout les pays baltiques, Lituanie, Lettonie et Estonie. Donc, en contrepartie, on lui a offert ce place, G8. Elle l'a occupé pour quelques années. Ça lui a été retiré le moment où la Russie a décidé d'envahir l'est de l'Ukraine pour s'emparer de la Crimée. À ce moment-là, la communauté internationale a éjecté la participation de la Russie à ces grands rassemblements. Donc, on est revenu à J7. OK, donc il y avait un participant de moins, donc c'est pour ça que c'est tombé G7. Il faut dire donc c'est une tribune où ça permet de valoriser, de mettre en valeur effectivement quelques pistes de politique que le pays hôte privilégie. À un certain
moment, bon, on parlait sous le gouvernement de Brian Mulroney. Il faisait beaucoup de pression auprès de ses amis alliés, surtout de la Grande-Bretagne, pour finir l'apartheid en Afrique du Sud, ou bien pour renoncer aux mines antipersonnelles. Donc, on pourrait avancer sur... Mines antipersonnelles, OK, oui. c'est quoi ça? Ces mines, donc, on les utilise bon, pour des raisons militaires. Oui. Donc, le moment où on va fuir sur un terrain de... OK, les mines qui explosent n'importe quand, là. OK, OK. Oui. Donc, il y a eu voilà. une législation par rapport Exactement. à ça. OK. Donc, ça a été toujours un dossier auquel le Canada a eu une touche particulière. Donc, bref, ça aide aussi à harmoniser différentes positions par rapport à l'économie, notamment sur le fonctionnement des marchés, régularisation du secteur financier, paradis fiscaux, toutes sortes de règlements. Puis ça se termine avec un communiqué officiel qui n'a pas un poids contraignant pour les participants, mais plutôt une sorte d'orientation générale qu'on donne pour la politique dans les prochains quelques mois, la politique mondiale. Donc, ça a lieu le 8 et 9 juin. Là, il va y avoir le bilan, comme vous expliquez, qui va être sorti sous forme de communiqué. Exactement. Et ça, ce sera disponible quand? Tout de suite. OK, ça se fait rapidement, là. Ça se fait très rapidement. Il ne faut pas oublier le fait que, quand même, c'est déjà en préparation. On travaille pour la préparation d'un tel événement presque 6 mois. Alors, les personnes de chaque pays qui sont représentés, donc les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, évidemment, puis le président de la Commission européenne, ils ont qu'est-ce qu'on appelle le Sherpa. Okay. Le Sherpa en étant le leader qui aide, ça vient un petit peu de le Sherpa qui nous montre les rouages qui existent dans l'Everest. Alors de là, on a pris cette notion de Sherpa qui montre au leader comment vaguer vers le sommet. Vaguer vers le sommet entre les différents dossiers extrêmement importants qui sont sur la table des discussions. Alors les Sherpas déjà sont en mission depuis des mois et des mois. Et est-ce qu'il y aura question de parler de l'avenir du pétrole? Oui, ça se peut qu'on touche sur des questions comme ça. Ça pourrait avoir un impact pour le Québec. On le sait, c'est un souhait du gouvernement du Québec de s'en sortir du pétrole. C'est d'ici la pluie des annonces sur l'électrification, transport en commun, etc. Malgré le fait que, bon, il y aura des pays qui vont mettre de la pression comme les pays du Moyen-Orient, la Russie, à travers toutes sortes d'autres institutions, OPEC par exemple, pour qu'on continue avec la production des barils de pétrole. Bien, parfait. Merci beaucoup, Rarez. On pourra découvrir les grandes orientations à ce moment-là. Si vous voulez, vous pourrez nous faire un petit résumé de ces chroniques. Bien sûr, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent encore une fois aujourd'hui pour la 3e édition. N'oubliez pas, on a un concours sur Instagram et Facebook. 150 $ à gagner chez Leméac. C'est une belle sortie, ça. Et le dimanche, c'est bingo. On a 3 500 $ au total à gagner et 2 500 $ pour la carte pleine. On a même des nouveaux jeux pour vous. On innove à TV Laval. Merci beaucoup. Bonne semaine.